Freud, il y a l'idée d'inconscient qui se résume à un espace de refoulement. Pour lui, l'inconscient, c'est là où se jouent nos refoulements. Et donc, si on les traite pas, ces refoulements-là, on risque une névrose. Et Jung te dit, attention, oui, il y a un espace de refoulement, mais derrière celui-ci, il y a un inconscient collectif. Inconscient personnel serait un espace où, par exemple, je veux quelque chose, je l'obtiens pas. J'ai une frustration, je refoule. Donc, ça crée, chez Jung, dit, un complexe inconscient, un nœud de tension. Et Freud te dit, bah, si tu veux libérer la tension potentiellement névrotique, bah, assouvis ta pulsion. Je fais l'amour, enfin bref. Et là, je caricature. Jung te dit, ok, il y a cet espace-là. Mais derrière, il y a l'espace de l'inconscient collectif, où là, ce ne sont plus seulement des nœuds qui piquent l'énergie, mais c'est des images chargées d'énergie qui donnent une énergie, en fait. Bonjour Sébastien. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on est ici pour parler des rêves, grande spécialité chez toi en général. Est-ce que tu peux commencer par nous dire tout simplement c'est quoi un rêve? C'est une question que je pense beaucoup de personnes se posent et qui fait partie de notre quotidien, mais finalement, on va pas chercher vraiment la réponse. Donc, toi qui es spécialisé là-dedans, on expliquera après dans quoi exactement et avec quel outil. Qu'est-ce que c'est un rêve pour toi? Alors, ce que c'est un rêve, au sens où quelle utilité ça a, j'imagine pourquoi ce phénomène-là existe chez l'homme, et d'ailleurs aussi chez l'animal, on le sait aujourd'hui, bah, ça consiste simplement pour essayer d'avoir un propos très global. On verra après techniquement comment on peut découper ça de manière à le rendre encore plus significatif, mais un rêve, c'est en fait la somme des affects qui nous traversent durant une journée. Entre autres, il y a plusieurs aussi aspects, plusieurs acceptions sur lesquelles je vais revenir, mais c'est une somme d'informations subjectives, donc des intuitions, des sentiments, des pensées, qui traversent du coup au cours du temps notre esprit dans nos obligations, et ça correspond en partie à toutes ces informations-là qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'établir en conscience, dans notre attitude, dans notre volonté, et donc c'est le rêve vient donner un angle de vue qui est celui qu'on ne peut pas avoir la journée lorsqu'on est contraint d'opérer dans nos engagements. Je m'explique. J'ai construit une identité. Moi, Sébastien, la journée, je dois respecter mes engagements. À savoir aller au travail, faire les choses qui sont nécessaires de faire, compte tenu de mes engagements. Forcément, ma conscience correspond du coup à mon identité et à ce que je dois entretenir comme légitimité, engagement, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, il y a une somme, on va dire, d'affect, une somme de détermination qui vont couramment être en jeu, d'accord? Dans tous mes choix, dans tout, disons, mes opérations. Et forcément, ben, dans cette gestion, il va y avoir somme d'autres affects qui pourront pas être vécus. Admettons, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, j'espère que ça se passe telle ou telle manière, il y a des contraintes, des contrariétés, et donc il y a une somme de choses qui vont être refoulées en grande partie. Parce que ma conscience, de par ce qu'elle est en mesure de devoir faire, ne peut pas finalement réussir à intégrer toutes les sommes d'affects et autres que j'aimerais pouvoir incarner. Par conséquent, le rêve va venir mettre une lumière, du coup va mettre un projecteur sur les choses, le non vécu, sur les frustrations. Et l'idée, c'est que c'est d'encourager, du coup, l'individu en conscience à intégrer les éléments qu'il ne peut pas intégrer compte tenu des obligations quotidiennes. Donc le rêve va mettre l'accent là-dessus, d'accord? Et donc on pourrait donner une image assez simple, c'est que la journée, la conscience qui est un peu motrice chez nous, qui est un peu l'élément qui dirige notre vie, prend l'âme derrière elle, c'est-à-dire que l'âme doit respecter du coup tous les engagements que j'ai évoqués, et donc du coup l'âme prend dans la figure les joies, les peines, les frustrations, les désirs inassouvis, et du coup ben, la nuit c'est l'inverse, c'est en gros la conscience, le moi, du coup l'ego comme on dit, disons l'identité consciente qui est invitée à voir ce que l'âme veut, entre guillemets, mettre en avant comme chose qu'on peut éventuellement développer, qu'on peut éventuellement corriger. Donc globalement le rêve a une fonction régulatrice. C'est-à-dire qu'il y a une fonction consistant à montrer ce qui est impossiblement vécu, ce qui doit éventuellement être envisagé comme possibilité nouvelle, ce qui doit être corrigé. Ça, c'est le rêve au sens courant. Après, je vais revenir sur d'autres rêves parce qu'on va me poser la question, j'imagine, des rêves prémonitoires, des rêves qui parfois suscitent un bouleversement encore plus important. Je vais y revenir, mais globalement, le rêve a une fonction de régulation de la subjectivité. Et pour donner une autre indication intéressante, supposez que la journée, par exemple, quand on dépense une énergie calorifique, c'est-à-dire qu'on se met en mouvement, donc on dépense une énergie, et la nuit, le but du sommeil, entre autres, c'est de régénérer du coup le système nerveux, les muscles, et faire en sorte de donner une énergie le lendemain adéquate pour pouvoir redémarrer une journée. Il faut supposer qu'en réalité, psychologiquement, il y a le même effet, c'est qu'on dépense de l'énergie psychique par nos intuitions, par nos pensées, par nos émotions, et par conséquent, le rêve met en avant la façon dont cette énergie va comment dire, se recomposer de manière à être disponible pour pouvoir
Du coup, ben, opérer encore cette dépense d'énergie. Donc on peut dire que finalement, dans ce qu'on appelle le métabolisme, il y a l'anabolisme et le catabolisme. Et en gros, on va accumuler des calories et les brûler. Ben, c'est pareil psychologiquement. On accumule du coup du désir, on accumule la volonté et on va la consommer la journée. Et le rêve vient mettre un peu l'éclairage sur la façon dont cette énergie s'est dissipée et de quelle manière elle peut être restaurée. Elle le sera indépendamment du fait qu'on la comprend ou pas. Mais si on la comprend, on optimise les chances de consolider une énergie psychique plus adéquate, plus appropriée, peut-être plus vaste et évolutive, pas seulement, je dirais, statique. Comme j'évoque souvent, l'idée c'est quand on est très jeune, le désir évolue, on va dire, assez régulièrement. À 5 ans, je veux un bonbon, à 10 ans, je veux un jouet, à 15 ans, je veux autre chose. Et finalement, la diversification des désirs fait qu'on va voir l'espace et le temps comme un champ des possibles qui va sans cesse se diversifier. Mais quand on va, en définitive, démystifier l'essence et l'espace, et ben notre âme va être contrainte de ne plus avoir de visée évolutive. Elle va être statique. Elle va remplacer, on va dire, l'évolution qualitative de ces découvertes par une compensation quantitative. Donc on va consommer plus, diversifier ses lieux de vie, diversifier son mode de consommation. Et en réalité, l'âme demande continuellement à évoluer dans ses désirs comme elle l'a fait de 0 à 20 ans. Et le rêve permet de suggérer ça, enfin en tout cas d'envisager comment libérer les tensions psychologiques qui sont enfermées parfois dans des mécanismes dont on sait qu'ils peuvent être destructeurs ou limitants, de manière à faire en sorte d'ouvrir une voie plus large d'émancipation psychique sur une question spirituelle et morale par ailleurs. On va revenir là-dessus après. Mais voilà une définition plus ou moins complète du rêve, même s'il y a encore plein de choses que je peux dire, mais j'imagine que j'aurai l'occasion de le faire encore. Mais du coup, pour résumer, ça veut dire que dans notre quotidien, on a, je sais pas, des normes, des rôles sociaux, des normes, et ce qui fait qu'on peut avoir une frustration par rapport à des énergies comme les émotions, les choses comme ça. Et le rêve, pardon, il permet de ressortir justement ces refoulements et de mettre une sorte de lumière sur ces refoulements qu'on a à l'intérieur de soi-même. Entre autres choses, c'est le but. Parce que si on veut qu'un potentiel nouveau se déploie, il faut d'abord aller voir où les mécanismes, je dirais, psychiques qui se sont ancrés génèrent cette impossibilité. Qu'est-ce que On tu voit veux bien, dire par par exemple, potentiel nouveau, par exemple? bah, je vais d'abord, avant de rebondir là-dessus, l'idée c'est qu'on voit très bien, tu as dû aussi le voir dans ta vie, parfois des récurrences. En couple, au travail, on se dit merde, il y a toujours une chose qui survient. Et en réalité, le nouveau potentiel, il peut et il doit advenir que dans la mesure où il identifie un mécanisme qui limite l'énergie, qui l'emprisonne dans des désirs parfois qui finalement empêchent, dans des désirs ou dans des, je dirais, des projections, qui empêchent la libération de cette énergie parce qu'elle est coincée dans un mécanisme répétitif, ce qui arrive à tout le monde. Les refoulements ou l'énergie qui peut pas avoir cette nouvelle pente d'écoulement est souvent prisonnière de représentation et de pro. Et lorsqu'on veut, on voit souvent aujourd'hui sur Internet du coup des vidéos consistant à dire qu'on peut élever le niveau de conscience, développer sa personnalité. C'est vrai, seulement si tu veux le faire au-dessus de tes refoulements, donc de tous les chocs, les traumatismes qu'on a forcément eu dans nos vies, de par le fait que construire une identité psychologique dans un monde comme le nôtre, ça implique énormément de refoulement, c'est une nécessité. Pour atteindre la conscience, il a fallu évidemment refouler une forme d'innocence et être sans cesse à l'affût de comment on est perçu par les gens, comment on réussit, on parvient à se hisser du mieux possible dans la société, je dirais, de consommation et de compétition dans laquelle nous sommes inscrits. Donc en réalité, un nouveau potentiel, on peut le faire accroître virtuellement au-dessus de nos peurs et de nos refoulements, mais au bout d'un moment, ça revient toujours et ça nous arrache au projet qu'on a mis en place, au sein duquel va se répéter quelque chose. Donc pour répondre à ta question, le nouveau potentiel doit se situe inévitablement derrière la correction qu'on peut faire et la compréhension qu'on peut faire de ce qui nous limite. Mais ça implique de l'humilité. Le problème, c'est que comprendre ses rêves, on voit bien, hein, si demain on doit aller au bureau et parler de nos rêves aux gens, on aurait honte souvent parce qu'il y a des choses qui se passent qui nous mettent en responsabilité, qui nous mettent en situation délicate, qui mettent même parfois au point de vue sexuel ou autre, qui nous mettent dans des postures défavorables ou des postures honteuses. Pourquoi le rêve agit comme ça au départ? Parce qu'il nous montre là où justement où on a sclérosé une partie de l'énergie dans des mécanismes de répétition. Tout nouveau potentiel réel qui peut s'accroître et durer dans le temps est tributaire d'une humilité, d'où les vertus spirituelles et les vertus religieuses au sens où pourquoi l'humilité a toujours été quelque chose de prépondérant mis en avant par les religions et autres. Parce que l'humilité, c'est ce qui permet de se regarder en face et d'aller chercher en soi, derrière nos peurs, en constructifs les plus probants.
Sans quoi, on construit au-dessus de notre ego et on nourrit indirectement la peur de l'échec d'autant plus. Donc un nouveau potentiel réel, ça se surajoute pas, je dirais, à la psyché telle qu'elle est, mais se trouve derrière finalement nos plus grandes peurs. C'est pour ça qu'on aime le cinéma et l'art en général. Le héros devient héros pas parce qu'il triomphe sans contrainte, sans difficulté, parce qu'à travers l'épopée, il fait face du coup à ses propres peurs, notamment en affrontant un antagoniste qui est en réalité souvent lié à ses propres peurs intérieures. Donc voilà pourquoi ça a du succès. Élever le niveau de conscience et avoir un potentiel nouveau dépend de sa capacité à aller faire face à ses propres refoulements, qui sont ceux qui nous éloignent d'une innocence qu'on veut inconsciemment retrouver dans les choix qu'on fait, la pureté, l'amour, le lien. Et comme on est occupé à entretenir nos propres peurs et notre propre légitimité, souvent on n'arrive pas à aller dans cette sphère-là, raison pour laquelle le rêve a ce rôle de révélateur d'angle mort, parce qu'on ne peut pas voir non plus nos peurs, nos manquements, parce qu'on est dans l'obligation, comme je l'ai dit, d'opérer de façon toujours plus efficace, toujours plus utile. Donc le rêve va être d'autant plus compensateur qu'on se voit la façon générale. Et on verra après, mais notamment la question des cauchemars, c'est un peu des alarmes où là on dit attention, si tu prends pas ça en compte, tu atteins une limite qui peut être révélateur ou qui peut indiquer plutôt une dépression à venir et un problème de plus grande ampleur, sur lequel on reviendra sûrement après. Bah, j'allais y venir justement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre un rêve et un cauchemar? Ouais. Alors, le cauchemar fait partie de la catégorie des rêves. Or, il fait partie de la catégorie des rêves, disons, on va dire, les plus difficiles, les plus torturants. C'est un peu comme si on parlait de cinéma pour parler de rêves et qu'il y a différentes catégories, je dirais, de films. Et qu'il y aurait les films d'horreur qui seraient à proprement dit, là, dans les rêves, les cauchemars, par définition. C'est-à-dire, en horrifique, un sentiment d'impuissance, un sentiment de vulnérabilité. Souvent, c'est ce qui caractérise, du coup, les cauchemars. Et le cauchemar est comme une alarme qui retentit. Parce que finalement, la psyché est tellement enfermée dans une détermination limitante, je dirais dans un mécanisme redondant, qu'elle empêche l'émergence de nouvelles forces actives qui demanderaient justement à passer par la personne, bon, par sa conscience, pour se développer. On peut se représenter, pour donner une image, notre psyché comme un espace au sein duquel peut émerger des archétypes, donc c'est-à-dire des images chargées d'énergie, c'est-à-dire en gros des potentiels nouveaux pour nous déployer, et la conscience comme un espace qu'on peut soit laisser ouvert pour qu'il puisse advenir, soit qu'on peut refermer justement par un égocentrisme, et je ne parlerai pas d'égocentrisme au sens conventionnel, au sens d'un comportement qui tend à vouloir que tout tourne autour de nous, mais dans le sens aussi de l'autolimitation. Tous ces gens qui disent à moi, je suis comme ça, je suis pas autrement, on me prend comme je suis. Bon, ça peut paraître être normal, mais en réalité, c'est l'aveu d'une autolimitation qui empêche justement que des forces actives puissent à travers nous se développer. Donc on le bloque. En le bloquant, on mécanise notre vie. On crée des situations répétitives et du coup des problématiques répétitives. Et le cauchemar, c'est un peu l'élément qui dit attention, là tu t'enlises, tu empêches des forces nouvelles d'advenir, tu t'isoles toi psychologiquement de l'inconscient collectif, qui est cet espace du coup qui va nous donner l'énergie, et donc tu deviens un élément, c'est comme si pour donner une indication, notamment quand on parle simplement de santé, quand la température augmente, c'est parce qu'elle veut éliminer dans le corps un agent pathogène, un agent dangereux. Bah, le cauchemar, c'est pareil en fait. C'est qu'il dit attention là, tu es en train de te dénaturer, tu es en train de t'isoler psychologiquement dans une configuration identitaire limitante. Donc là, il y a une alarme qui retentit pour que tu te réenracines dans des considérations psychiques plus favorables, comme si en réalité l'être se déracinait, en gros dans une posture sociale ou identitaire inadéquate. Donc il sort de son terreau et le cauchemar c'est attention tu te déracines. Attention tu te déracines, attention, il faut que tu te réenracines. Et Donc c'est ce là, qu'on voit à travers. Ouais, vous avez parlé de plusieurs instances comme l'ego, l'âme. Est-ce que tu peux nous expliquer là, dans cet exemple-là avec le cauchemar où tu parles d'une rigidité identitaire, d'ego, euh, qu'est-ce que le cauchemar, oui, va montrer par rapport à ces différentes instances de l'âme, des choses comme ça? Qu'est-ce qui a sa place? souvent il y a un cauchemar que j'ai souvent eu en séance qui peut être intéressant d'évoquer là pour t'éclairer. En fait, il y a parfois des rêves où il y a la maison qui brûle. Ça, c'est un rêve intéressant. Notre propre maison, une maison d'enfant. Souvent, la maison dans le rêve est assimilée à la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait un comparatif, du confort du corps, c'est la maison. C'est un espace dans lequel le corps, du coup, parvient à avoir son confort,
les toilettes, la salle de bain, la cuisine, le salon. Et donc le rêve va utiliser du coup la maison comme étant l'indicateur de la conscience. Et on va dire le corps dans le rêve, c'est l'âme. Parce que l'espace de confort de l'âme, c'est la conscience. Je répète, l'espace de confort de l'âme, c'est la conscience. Donc le rêve va toujours utiliser des réalités temporelles, matérielles, spatiales, pour faire valoir des réalités plutôt psychiques et spirituelles, on va dire. Et donc le rêve qui arrive souvent, c'est quand la maison brûle. C'est-à-dire qu'en gros, ta conscience elle est tellement limitée et toi, tu n'arrives pas comment dire, à la réformer pour pouvoir accueillir d'autres choses, qu'en réalité, l'inconscient va lui-même, du coup, un peu comme le ferait une catastrophe naturelle qui aurait tendance à faire en sorte de renouveler un cycle animal ou autre, bah, c'est un peu ça. C'est qu'en gros, l'inconscient collectif, comme il voit que enfin, la conscience individuelle devient contre-indicative, bah, il va générer un rêve où, finalement, parfois préfiguratif de ce qui peut arriver, un espace qui brûle, donc la conscience qui brûle, parce qu'il faut qu'il la réforme, il faut qu'il la réagence. J'ai un cas de figure intéressant que j'ai eu il y a quelques temps, qui va dans ce sens. Quelqu'un est venu me voir à la suite de conseils de personnes que j'avais aidées, et a priori, il sentit qu'il n'y avait pas de danger particulier, c'est-à-dire à savoir de problématiques profondes, si ce n'est un léger inconfort. Mais son intuition l'a conduit à me solliciter quand même. Et avant de venir pour la première fois, il fait un rêve, ce qui est très intéressant. Un rêve au sein duquel, finalement, il doit quitter sa maison, il est avec ses enfants et sa femme, et parce qu'il sait qu'il va y avoir un incendie. Sa femme lui dit mais non, il n'y aura pas d'incendie. Et du coup, finalement, tout le monde le suit. Et évidemment, en sortant, il va voir que sa maison brûle. Or, ce que j'ai remarqué, c'est que ses mécanismes psychologiques étaient limités, bien que pour l'instant, il ne portait pas préjudice, et qu'à terme, il aurait éventuellement été problématique de maintenir sa conscience telle qu'elle. Résultat des courses, en faisant la thérapie, ça élargit la conscience, donc ça a permis de réformer, restaurer, disons, son espace psychique, donc c'est un studio au sein duquel son âme va proliférer, et ça a eu des résultats incroyablement bons pour le coup. Parce qu'il s'est passé des choses dans sa vie auxquelles il a fait face, et sans on va dire l'apport thérapeutique et ce que j'ai pu apporter comme élément d'information, ça aurait été plus dur d'encaisser ce qui se passait. Donc en réalité, on a vu typiquement une situation, quelqu'un a un rêve qui indique que la maison est trop limitée pour sa conscience, donc il va sauver, là c'est pas les meubles, mais c'est sa femme et ses enfants, non, ce à quoi il tient le plus, de manière à envisager de reconstruire ou d'élargir la conscience. C'est un exemple concret là du cauchemar. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, doivent faire ce genre de rêve, à l'heure où il y a un déracinement, je veux dire, sans précédent des consciences, parce que comme je l'ai déjà évoqué, quoi qu'on dise de la religion, elle permettait au moins, comme disait Jung, négocier avec les archétypes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, quand on croyait en quelque chose, on s'évertuait à maintenir un lien avec l'inconscient. Donc on évitait le déracinement, quoi qu'il en soit. Que là, comme on croit qu'en nous-mêmes et en notre volonté de devenir des dieux et de plus croire en un dieu, ce qui se discute, c'est pas la question, ben on se déracine, on s'éloigne de l'inconscient, et c'est là qu'il y a une intensification de la vie onirique, des rêves, qui viennent suggérer à la personne de se enraciner, sans passer par un biais religieux, mais en passant par une spiritualité, on va dire, parfois passive, même si c'est peut être intense et du coup significatif, les liens qu'on crée avec le monde. Voilà ce que je peux dire globalement sur la question du cauchemar et du rêve. C'est vrai que du coup, tu l'as sous-entendu rapidement quand tu as dit que quelqu'un était venu te voir pour une thérapie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que toi tu fais justement dans tes thérapies? Comment tu procèdes en général dans ton rapport au rêve? Alors, ce qui fait du coup que j'ai privilégié dans mon approche thérapeutique le rêve, c'est que finalement, je dirais que chaque personne a en lui toutes les clés. On le sait bien aujourd'hui. Lis en toi, écoute ton cœur. Et je me suis aperçu que c'était vrai. Quand on dit écoute-toi, qui on écoute? Et c'est là où je peux prolonger un peu ta question d'avant, parce que j'ai pas pu la prolonger. On écoute quoi? Nos peurs, ça serait notre ombre, à savoir toute cette somme d'informations qui nous pousse à être sécuritaire, à être dans la prudence, et donc parfois à être dans l'égoïsme. Ça s'appelle l'ombre, hein. Ça, c'est les refoulements, grosso modo, et puis les fonctions psychiques qui sont moins développées. Surtout une d'entre elles. Et en dessous, il y a notre anima, la part d'âme refoulée. Donc chez l'homme, on dit l'anima, et chez la femme, on dit animus. Et en dessous, supposément, l'archétype de Dieu, qui s'appelle le soi. Je vais revenir là-dessus après spécifiquement. Mais l'idée, c'est que moi, j'ai remarqué que pour savoir, entre guillemets, ce qu'il y a en nous et qu'est-ce qu'il faut écouter fondamentalement comme instance, parce qu'on est fragmenté dans notre psyché, bien, j'ai remarqué que le diagnostic et disons l'élément d'information le plus criant, le plus significatif
le plus symboliquement fort et le plus révélateur, évidemment le rêve. Parce que c'est la seule information qui est créée par nous pour nous. À l'heure où, finalement, on est dans une compétition de tout, hein, de l'information, des modes de spiritualité, des obédiences religieuses. Ben, on peut supposer que tous ceux qui promeuvent leurs idées peuvent être bonnes, mais que leur but, c'est de préserver, évidemment, leur pérennité, à savoir faire en sorte que l'Église ait des fidèles, du coup, une chaîne YouTube et ses du coup, followers ou je sais pas quoi. Donc, c'est d'abord la priorité de préserver leur propre entité à travers la fidélisation de leur public. Donc, même s'il y a du vrai, il y a du bien, ça peut être aussi quelque chose de limitant. Quelle est la seule information dans tout ce marasme-là qui est créé par nous? Pour nous, c'est celle-ci, le rêve. Et Pour donc, toi, moi, c'est dans par ma exemple, écoute-toi, mais pas écoute ta conscience, mais écoute par Exactement. exemple Que ton si je dis inconscient. écoute-moi et que j'ai faim et que je me dis et qu'il y a mon ombre qui me dit bah mange un gros hamburger parce que tu le mérites bien, t'as bien bossé aujourd'hui, on peut être sûr que ce qui nous suggère de céder à quelque chose qui est en partie bien, qui peut satisfaire l'âme, mais qui aura des conséquences, n'est pas totalement pur parce qu'elle intègre l'idée que on va dire il y a aussi une notion moins recommandable dans l'acte consistant à manger un truc gras, on le sait. Donc écoute-toi, ce serait du coup je dirais l'argument du système capitaliste qui consiste à générer une espèce de, par l'oppression d'images environnantes, une espèce de fragilité libidinale, à savoir une nervosité constante, de peur, d'angoisse qu'on va contrebalancer par la consommation. C'est réduire la liberté au désir et le désir à l'acte d'achat. Et donc forcément, si j'écoute moi, bah, ça fait la part belle à ceux qui me disent de céder à mes pulsions spontanées, qui sont pas toujours favorables pour moi, je dirais, de tous les points de vue. Donc oui, le rêve, ça permet de t'écouter à la fois dans tes aspirations dans tes peurs les moins conscientes ou les plus conscientes, mais pour les assumer, et qui permet, du coup, à travers ça, d'adjoindre l'humilité et le courage réellement à travers une description plus brute, mais plus globale et peut-être plus subtile en même temps de ce que tu es et ce que tu as vocation à pouvoir devenir. On reviendra après sur la question peut-être des rêves prémonitoires et autres. Donc, dans mon activité en tant que psychothérapeute, eh ben, j'ai remarqué que ça avait une efficacité énorme parce que, autre phénomène intéressant aussi, c'est que parfois le rêve, évidemment, est complexe ou alambiqué, on pourrait dire au départ. Mais j'étais amené par un moment à évoquer des concepts philosophiques à des personnes qui n'étaient pas du tout disposées à écouter ça par tempérament ou par vocation, parce que là, bizarrement, du coup, comme ça les concernait, ils arrivaient à être attentifs et écouter une idée un peu philosophique que le rêve semblait dire. Alors, le rêve n'est pas philosophe, c'est juste que pour comprendre ce qu'il nous dit, parfois il faut un peu de subtilité. Donc, j'évoquais des choses un peu complexes en les vulgarisant, et là, l'attention était absolument gigantesque. D'ailleurs, j'aime la définition de Malebranche sur l'attention. L'attention, c'est la piété naturelle de l'âme. Sous-entendu, c'est l'expression de l'âme la plus spontanée. On voit les enfants, ils sont attentifs à tout. Et nous, on devient angoissé, inattentif. Et donc, je dirais qu'à un moment où on a l'impression, quand tu convaincs quelqu'un que son âme lui parle, et derrière son âme, une instance plus grande, je reviendrai là-dessus peut-être après, eh ben, je vous assure que là, bizarrement, l'attention est décuplée parce qu'on se dit qu'il y a qu'une instance plus grande. Peut-être qu'il nous aime, peut-être qu'il nous estime, en dehors de tout ce monde qui semble nous considérer de façon toujours conditionnelle selon des critères, beauté, puissance, argent. Et là, l'attention est décuplée et la faculté à comprendre les choses est hyper élevée. Et quand on comprend que quelque chose s'adresse à nous pour nous aider à élargir notre conscience, ça change strictement tout. Et par exemple, là, tu disais que tu parlais de concepts, pardon, philosophiques à des patients en général. Et ça, c'est dans l'interprétation de rêve en général que tu utilises ça? Ou comment tu fais de Ouais, l'interprétation de rêve? je peux l'utiliser dans des cours que je donne où je parle de théologie, de philosophie, de psychologie. Mais disons que ce qui fait que je vais évoquer ça, c'est que le premier besoin de l'humain conscient, en dehors des besoins physiologiques, c'est de comprendre. Moi, je dirais qu'il y a deux besoins fondamentaux. Aimer et comprendre. Le premier vient en prioritaire et le second doit appuyer l'autre. Sauf que si on aime sans comprendre, c'est-à-dire qu'aveuglément, on sent bien qu'en général, ça génère des soucis, des contre-coups, des projections passionnelles qui en général finissent par être destructrices. D'où ces fameuses phrases le cœur a ses raisons que la raison ignore, ou le cœur qui se heurte à la raison, enfin, ce genre de choses assez répandues. Donc la compréhension, là on va dire philosophique, elle vient non pas substituer le cœur qui veut aimer, mais aider le cœur à mieux aimer en fonction d'une meilleure compréhension des besoins individuels et en même temps collectifs, parce qu'on va s'inscrire dans des besoins collectifs aussi. Naturellement que disons que la compréhension philosophique ou la compréhension morale est nécessaire, non pas qu'elle vient substituer au besoin d'intensité et d'amour, mais qu'elle vient aider à mieux
gérer le lien qui nous unit à nous-mêmes et au monde, en termes de légitimité, d'amour et de besoin affectif finalement. Donc oui, la compréhension est importante. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est ce qu'avait découvert Viktor Frankl, qui était du coup, enfin, un psychologue qui a eu sa vocation lorsqu'il était dans les camps de concentration, où finalement il s'est aperçu que le manque de sens était spécifiquement ce qui engendrait souvent un mal-être, et il a inventé ce qu'on appelle la logothérapie, consiste à supposer que comprendre les choses et mettre un sens existentiel aux choses permet de diminuer effectivement les pathologies liées aux dissociations, liées aux dépressions. Donc il y a une logique là-dedans. Comprendre, c'est indispensable. D'ailleurs, quand on se trouve dans une situation désespérante ou de frustration émotionnelle, souvent ce qu'on dit, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Et par ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est là on recourt à une terminologie très religieuse. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On fait appel à l'archétype du soi, parce que là, notre raison et notre capacité d'interprétation se voient être limitées, fondamentalement. Donc oui, la compréhension est nécessaire, mais je dirais qu'elle vient pas se substituer au besoin d'intensité et d'amour, mais elle vient raffiner ce besoin d'intensité et d'amour et de lien. Voilà pourquoi j'utilise ces éléments. Je pourrais citer après, si tu me poses la question, des rêves où ça a cours, où j'ai dû parler de philosophie. J'ai un rêve en tête de quelqu'un qui a été amené à rêver d'une amie à elle qui sacrifiait devant elle un agneau, d'accord? Un agneau, sans savoir pourquoi. Il y a d'autres éléments, mais je ne vais pas tout décrire. Et il s'avérait que ce rêve-là avait un lien avec un concept en anthropologie de René Girard qui s'appelle celui du bouc émissaire. C'est un concept qui dit qu'en réalité, au bout d'un moment, il y a une victime expiatoire. Donc on va tous focaliser notre frustration, notre violence sur une victime. Et à travers le fait qu'elle est sacrifiée en public, par exemple, on renouvelle un cycle de paix. Donc ça, c'est le concept, je le globalise de façon très, très, très générale, mais c'est le bouc émissaire chez du coup René Girard. Et là, effectivement, de la réforme de ces liens amicaux et du fait qu'elle était dans une volonté d'aller dans d'autres types d'amitié moins superficielles, plus accomplissantes, elle était un peu mise en accusation de cette démarche-là consistant à vouloir avoir une vie différente. Et donc, il y avait ce côté-là, victime expiatoire, où les gens vont s'appuyer sur elle pour évacuer leur tension personnelle. Et donc, en faisant comprendre ça, tiens, il y a un concept évoqué par René Girard, anthropologue français décédé il y a quelques années maintenant, qui fait écho à toi, âme singulière, qui n'a pas notion de ça. C'est fascinant et ça te donne un sentiment de valeur, un sentiment aussi de, je dirais, de légitimité, parce que a en toi le sens de toute l'existence, de tout le monde. Évidemment, tu t'es isolé en tant que conscience individuelle, mais par ce que ton âme te révèle et la compréhension que tu veux ici d'en avoir, tu peux te connecter à quelque chose d'universel et de saisissant pour nous. Et là, par exemple, comment ça se fait que cette personne qui connaissait pas forcément René Girard, elle ait rêvé d'un concept que lui a défini? Mais ça, c'est l'idée d'inconscient collectif chez Jung. Et Jung a découvert l'inconscient collectif, notamment à la suite d'une situation hyper intéressante, donc je vais la décrire, et après on va voir les implications que ça a. Est-ce que tu peux nous expliquer, oui, aussi la différence inconscient personnel, Ouais, inconscient collectif, alors pour si je que... fais un comparatif, chez Freud, il y a l'idée d'inconscient qui se résume à un espace de refoulement. Donc pour lui, l'inconscient, c'est là où se jouent nos refoulements, et donc si on les traite pas, ces refoulements, on risque une névrose, pour vraiment résumer de façon très générale. Et Jung te dit attention, oui, il y a un espace de refoulement, mais derrière celui-ci, il y a un inconscient collectif. Donc en gros, l'inconscient personnel serait un espace où, par exemple, je veux quelque chose, je ne l'obtiens pas, j'ai une frustration, je refoule. Donc ça crée, chez Jung dit, un complexe inconscient, un nœud de tension. Et Freud te dit, bah, si tu veux libérer la tension potentiellement névrotique, bah, assouvis ta pulsion. Mange, fais l'amour, enfin bref. Et là, je caricature, hein. Jung te dit, ok, il y a cet espace-là. Mais derrière, il y a l'espace de l'inconscient collectif, où là, ce ne sont plus seulement des nœuds qui piquent l'énergie, mais c'est des images chargées d'énergie qui donnent une énergie, en fait. De la dimension religieuse, les symboles, des images qui permettent de donner à l'âme une dimension plus universelle. Mais pour atteindre l'inconscient collectif, faire en sorte de traverser l'inconscient personnel, je dirais les sentiments de faute, les refoulements, tout ce qui relève finalement d'un espace de tension. C'est un peu l'idée. En gros, par exemple, dans nos rêves, on a plein d'images, où on peut rêver de plein de choses, et il y a une partie qui fait partie de l'inconscient collectif, Voilà. on va dire, et l'autre partie de l'inconscient Et voilà. Et personnel. l'inconscient collectif contient des symboles, des archétypes qui permettent à l'humanité d'évoluer, d'avancer. Et qui auraient du coup qui établirait un lien entre tout ce qui existe. On peut supposer que ça existe à l'état de nature aussi, c'est-à-dire dans la nature. Après, on voit les théories en physique quantique d'un univers invisible qui relierait toutes les choses. Ça, on le sait plus ou moins aujourd'hui.
ben, il y aurait l'équivalent psychologiquement, un espace qui relie toute chose. Et la façon dont tu as découvert l'inconscient collectif, donc qu'il a nommé, est la suivante chez Jung, de psychiatrie en Suisse. Et il notait comme ça, voilà, des comportements, des phrases que disaient des personnes atteintes de troubles autistiques, voire pire. Et d'un coup, une personne va avoir un propos saisissant. Elle dit une phrase qui lui paraît incohérente. Je sais plus dire laquelle, mais une phrase incohérente qui parlait de choses liées à l'Égypte. Bon. Il note la phrase. 5 6 ans après, comme c'était quelqu'un qui consultait énormément les découvertes scientifiques, tout domaine, il découvre qu'il y a eu la découverte d'un tombeau en Égypte et il découvre que sur ce tombeau-là, il y a une phrase qui a été qui a été décodée, qui a été décryptée, si je puis dire. Et cette phrase-là était la même mot pour mot que celle qu'avait dite le fameux fou, du coup, 5 ans auparavant, lorsque Jung était en stage. Donc là, il dit comment un type qui n'a pas la culture, la connaissance, a pu dire une phrase dont la découverte a été faite 5 ans après, sans qu'il ait conscience du sens. Et par ailleurs, les fous, justement, ceux qui n'ont pas une conscience fortement, je dirais, développés, c'est-à-dire dans les enjeux collectifs, les enjeux sociaux, sont plus proches de l'inconscient collectif parce qu'ils ont moins de nécessité de gérer leur inconscient personnel, leur tension individuelle. Donc ils sont plus proches. Seulement, comme ils sont inconscients, ils ne peuvent pas faire de leur découverte quelque chose d'utile. Ils ne pourront pas le transformer en quelque chose d'utile. C'est la raison pour laquelle souvent un artiste, finalement, c'est quelqu'un qui veut sortir de la rationalité, de la conscience isolée pour rentrer en lien avec l'inconscient collectif, au risque parfois d'être dévoré par lui aussi. Et là, c'est un autre sujet qu'on pourra évoquer. Mais voilà, par exemple, la question que j'évoque de l'inconscient collectif et comment il était découvert. Donc, c'est un espace commun à tous. Et c'est comme si c'était un espace qui permettait des découvertes. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on s'est évertué à faire que des découvertes, je dirais, spatiales. Jusqu'à maintenant, on a découvert sur le globe tous les espaces possibles. Aujourd'hui, carrément, au niveau cosmique. Et je crois qu'en réalité, les découvertes à faire maintenant sont moins d'ordre spatial que psychique. C'est en gros, qu'est-ce qui nous meut, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait que nous avons ce désir d'être et comment peut-on l'optimiser et le mettre en lien favorablement les uns avec les autres. Ça, c'est la clé pour moi de la nouvelle compréhension du monde. Donc, l'inconscient collectif est un espace qui est souvent exploré par les artistes, les génies, les scientifiques qui butent sur parfois voilà, un obstacle et ils finissent par avoir une intuition, un eureka, qui permet de transcender la difficulté qui s'opposait à eux. L'inconscient collectif, c'est cet espace donné à tous, dans lequel on peut puiser des ressources, mais pour avoir accès à ça, il faut évidemment traverser d'abord l'océan de peur et de refoulement qui cohabitent enfin, dans l'âme de chacun, si je puis dire. Du coup, ça veut dire que si l'inconscient collectif, il y a des images qui sont assez similaires, est-ce- moi j'ai le même inconscient collectif que quelqu'un, par exemple, qui vit en Asie ou en Afrique, où il y a C'est des là, différences. c'est là qu'il y a une nuance. D'après, du coup, Jung et aussi d'après Gilbert Durand, il y aurait ce qu'on appelle des bassins sémantiques. En gros, si on part du principe que l'inconscient collectif aurait une origine, une source, et qu'on est croyant, on dirait que par exemple ça peut être Dieu, supposément. Mais on voit bien que Dieu s'est manifesté de façon très différente en fonction des localités. Le dieu du coup hindou ou en Asie n'est pas le même que le dieu inca, que le dieu européen ou africain. Et l'idée est la suivante, c'est qu'en fait, Dieu serait une unité transcendante, d'accord, mais il apparaîtrait dans des représentations culturelles différentes en fonction des lieux. Est-ce que juste, petit aparté, tu peux définir transcendant? Alors transcendant, ça veut dire en gros qui transcende je dirais les catégories, je dirais courantes. Donc en gros l'immanence, c'est-à-dire en gros ce qui relève de l'immédiateté, de la réalité tangible, est quelque chose voilà de visible qu'on approche avec les sens, avec la réalité courante, avec nos capacités cognitives et autres. Ce qui est transcendant, c'est ce qui est inaccessible par définition avec les sens. Ce à quoi on peut accéder, notamment Dieu est un transcendant parce qu'on ne peut pas le toucher si tant est qu'on croit qu'il existe, mais on peut l'apprendre par la prière, par la méditation, donc il n'est pas atteignable en soi. La transcendance, c'est ce qui est au-dessus des catégories visibles, on pourrait dire. Des catégories, L'immanence, c'est plus le concret, voilà, alors le que la concret visible transcendance, par c'est les... plus le Mhm, spirituel. exactement. Et pour ainsi dire, s'agissant du coup de la question sur l'inconscient collectif et les cultures, c'est qu'il y aurait du coup une unité initiale, mais qui serait répartie en plusieurs bassins sémantiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand moi je vais analyser quelqu'un et qu'on va commencer à voir des archétypes dans son inconscient, ils sont toujours liés à son origine. Si j'ai un musulman en séance, un chrétien ou autre, je vais m'apercevoir que l'archétype de Dieu, par exemple, il se manifeste en fonction, on va dire, du bassin sémantique, de l'inconscient collectif
le continent, on va dire, de sens correspondant à sa culture. Mais supposément, derrière, donc ça n'enlève pas l'idée qu'il y a une universalité, derrière ces continents de sens, il n'y aurait qu'une unité primordiale, à savoir le soi et Dieu, mais qui s'exprimerait différemment en fonction des réalités topologiques. C'est-à-dire, Oui, c'est comme par exemple un arbre, c'est un arbre pour tout le monde, mais c'est pas un arbre aux mêmes endroits de la planète. voilà. Et en fait, les croyances vont avoir une incidence sur la représentation. Par exemple, nous, en Occident, bah, on se représente un objet de manière générale, si je globalise, hein, dans son utilité, dans son efficacité et dans sa rentabilité. Donc si je vois un arbre, pour un occidental, c'est un meuble en puissance, c'est-à-dire qu'il n'existe pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il va produire. Si on prend des populations qui ont une vision plus, on va dire, plus spirituelle et immédiate aux choses, ils vont pas voir. D'ailleurs, l'Occident, c'est une transcendance mais matérielle. On va transformer quelque chose pour en faire virtuellement un truc meilleur. Que d'autres peuples, on prend le film Avatar qui est assez intéressant à ce sujet, où finalement, eux, quand ils voient un arbre, c'est une sacralité. Donc entre eux et l'arbre, il y a le sacré. Entre nous et l'arbre, il y a la production, la quantité. Donc nous, notre inconscient, c'est aujourd'hui structuré de manière, on va dire, productiviste, quantitative, et on en meurt finalement, parce que la singularité, l'authenticité devient ce qui nous manque, donc on cherche partout, dans toutes les solutions spirituelles qui existent, alors qu'évidemment, on peut le trouver à la fois collectivement et singulièrement à travers une compréhension fine de ce qui nous est dit dans l'inconscient, donc par les rêves, par définition. Et du coup, je rebondis là-dessus, mais quand on rêve pas, il y a des Mhm, gens qui rêvent pas pendant des années. Je pense pas qu'il y mhm. ait quelqu'un qui ait jamais rêvé, mais oui, quand on rêve pas pendant des années, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si on rêve pas, on meurt, donc en fait, ça n'existe pas. Le rêve est continu. On a fait beaucoup d'analyses d'ailleurs sur la question de l'intensité cérébrale quand on rêve. On consomme plus d'énergie en rêvant la nuit qu'en réfléchissant. L'intensité est absolument, enfin voilà, gigantesque. L'intensité, je dirais, électromagnétique du cerveau quand on rêve. Le rêve est quelque chose qui est courant, nécessairement. C'est la capacité à s'en souvenir. En gros, à s'imprégner, on va dire, des images qui ont eu cours durant la nuit. D'accord? Et ça, évidemment, que l'énergie qu'on investit, elle est seulement focalisée sur l'extérieur, les engagements, la production, le rythme de vie, il va de soi que l'énergie disponible pour pouvoir, je dirais, rendre conscient. Parce que finalement, pour que le rêve soit conscientisé, s'en souvienne, il faut qu'il y ait une énergie. Il faut qu'il y ait une lumière sur une obscurité pour qu'on voit ce qu'il y a dans l'obscurité. Et en réalité, l'énergie qui est mise essentiellement dans les projets, je dirais, conventionnels, empêche d'avoir cette énergie dite lumineuse qui permettrait de s'imprégner un peu plus. Mais pour ce faire, il faut avoir de la volonté et de la considération. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est que quand je prends quelqu'un en thérapie, je dis pas tout de suite, est-ce que vous rêvez? Mais quand la question finit par il y a plein de gens qui, moi je rêve pas. Et quand je les convainc à travers là, l'exercice qui consiste moi à argumenter sur ce que c'est que le rêve, ils se disent, putain, c'est possible, quelque chose en moi me parle, tiens, je vais pas forcément bien, je vais me mettre à l'écouter. Et là, c'est comme si le niveau de conscience descendait un petit peu plus bas et il commence à s'imprégner de quelques images jusqu'à ce que ils se familiarisent un peu plus avec ça. Et là, c'est pas 9 fois sur 10, c'est 10 fois sur 10, ils se souviennent de rêves au fond d'un moment et ça devient cette matière-là première, on va dire, intéressante par laquelle on va essayer d'œuvrer pour pouvoir libérer la personne des tensions et la mettre sur un destin plus adéquat, approprié et salutaire pour elle. Et donc, faut être ouvert à ce message-là qui vient de nous. Ouais, ouais, parce que quoi qu'on dise, quand on s'en souvient, même un tant soit peu, ça ne nous laisse jamais indifférent au réveil, le rêve. On a le sentiment d'être plongé dans un espace tellement différent, tellement prenant, en suscitant les sentiments tellement différents de ceux qu'on vit au quotidien, qu'on ne sort pas indemne. Et après, la réalité reprend le cours, on oublie. Mais là, au plus c'est intense, même si on ne se souvient pas, au plus ça veut dire qu'il y a nécessité de prendre en compte tout ça. Donc on ne sort pas indemne cet espace si particulier dans lequel bah, il y a toute une histoire qui est proposée et finalement on est un peu comme des acteurs, des figurants d'un spectacle qu'il faudrait idéalement comprendre pour réussir en le comprenant à améliorer notre vie, la rendre plus agréable, mais ça passe par beaucoup, on y aura d'humilité, de capacité à sortir justement de la surévaluation des enjeux extérieurs. Ça, je vais y revenir sûrement après. Du coup, j'ai une petite question. Souvent, on rêve beaucoup avec des images. C'est souvent de ça qu'on parle. Mais du coup, les aveugles, est-ce qu'ils rêvent? Ouais, les aveugles rêvent, c'est une certitude. L'embryon, donc dans l'embryon rêve déjà. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, des études ont été faites, parce on peut voir des mouvements dans la constitution, je dirais, presque primitive de l'enfant dans le ventre de la mère. On voit des mouvements oculaires qui correspondent parfaitement à ceux des rêves. Avant même que du coup l'enfance ne se développe, ne serait-ce que vienne au monde, on est convaincu aujourd'hui qu'il y a du coup tout un mouvement onirique qui a lieu, et qu'il y a des rêves. Comme si c'était, pour moi les rêves c'est un peu, on va dire, entre autres,
chose que j'ai évoquée, c'est que c'est un espace, une parenthèse, on va dire, énergétique qui préserve l'individu des soubresauts et du coup des situations voilà, délicates et de la pression qu'on peut subir quotidienne compte tenu de l'entreprise consistant à devoir être légitime, bon, grand, fort, intelligent, possédant, tout ça. Donc ça commence dès l'enfance. D'ailleurs, c'est pour ça que les enfants rêvent beaucoup. Enfin, dorment beaucoup. C'est qu'en fait, comme ils n'ont pas encore la capacité à refouler par la conscience, ils vivent tout à 100%. Donc l'énergie qui va être dépensée pour vivre les émotions un peu aléatoires, donc rire, pleurer, fatigue énormément. Il suffit de voir comment nous, du coup, on est fatigué après une dispute. Ben en fait, comme on va refouler énormément, on ne pourra pas être comme l'enfant, dormir beaucoup, parce que l'enfant dort beaucoup, parce que justement, il refoule pas, il exprime tout. Imaginez-nous demain, on refoule plus, on exprime tout. Ben, on dormirait des heures et des heures et des heures. Donc pour pouvoir être productif, il se trouve que la vie a été faite de telle manière qu'on est capable de mettre de côté un sentiment et d'aller plonger vers l'occupation qui est celle dans laquelle on est engagé. Et donc forcément, il y a des refoulements, on doit être traité par l'intelligence, la compréhension, sans quoi ben, on peut rester enfermé dans des, je dirais, inconscients qui correspondent du coup à un enfer. D'ailleurs, je pense que l'inconscient personnel qui prend pas conscience de lui-même, c'est l'enfer, ce qui est Qu'est-ce que tu veux enfermé dire en par nous. là? Oui, il est enfermé. Imaginez-vous d'être dans un espace où restrictif, derrière lequel il y a une ouverture, une porte, l'inconscient collectif, mais on croit pas, on n'y croit pas, on rentre pas dedans, parce qu'on n'a pas de croyance. Et du coup, dans cette pièce-là, on vient cumuler toutes les frustrations, les déceptions qu'on a eues au cours de la vie. Sentimentales, affectives, familiales. Et comme on n'a pas la capacité de pouvoir, du coup, avoir cet apport dans l'inconscient collectif, ben, ça se cumule dans une petite pièce, ça se cumule. Et on est enfermé dedans avec nos complexes inconscients. Or, la compréhension du rêve vient élargir la conscience, limiter cette cumulation et ouvrir une porte qui serait de l'inconscient collectif qui vient donner une aura plus grande, une certitude de nous-mêmes plus grande et amoindrir les peurs, par définition. Et du coup, tu disais au tout début que les animaux aussi rêvaient. Mais du coup, eux, ça leur sert à quoi? Parce qu'ils n'ont pas de pression sociale, on va dire, ils n'ont pas Non, de alors je rôle peux à pas dire à jouer. quoi ça sert pour les animaux parce que l'avantage de l'animal, sur un point par rapport à l'homme, c'est que lui, il n'est pas coupé de ses instincts. C'est-à-dire qu'en gros, il réagit, il n'est pas dans une projection mentale. On va du coup faire des projets et avoir peur éventuellement de les mettre en échec. Donc notre mental est l'élément qui va nous permettre de planifier, mais qui va en même temps générer la peur de l'échec. Donc on n'a plus l'instinct pour faire face à l'animal, il prévoit pas s'il y a un prédateur ou pas à côté de lui, mais il est disposé de telle manière à éventuellement savoir le reconnaître pour prendre ses distances. Nous, comme on s'est coupé de l'instinct, vu qu'on a construit des villes et donc des espaces collaboratifs, interdépendance, bah du coup on se sert de l'intelligence, du mental, qui lui-même planifie et donc a peur de l'échec, et donc on a des peurs gigantesques qui nous donnent, enfin, qui rendent encore plus obligatoire avec leur compréhension par les rêves. L'animal, sachant qu'il a encore son instinct, il va forcément faire des rêves, dimension affective propre à ses possibilités qu'il va vivre, et qui vont réguler, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le rêve, il régule par lui-même l'énergie psychique, il a réagence, il la reconsolide. Bah, c'est pareil pour le chien, mais il y a moins besoin que nous de le comprendre dans la mesure où il est plus capable de se fier à ses instincts. Et on pourrait dire que, à titre de comparaison, l'instinct que doit restaurer l'homme, qui pourrait être comparable à celui de l'animal, c'est l'intuition. Je dirais que l'intuition de l'homme est ce qui correspond à l'instinct de l'animal, sauf que l'intuition est étouffée énormément aujourd'hui par bah, nos obligations courantes, la pensée, le calcul. Et évidemment, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une réémergence de ce principe-là, on le voit un peu partout, écouter son intuition, c'est vrai. L'intuition serait un peu une dimension plus spirituelle de l'instinct chez l'homme, qui permet de comprendre les enjeux sociaux, à savoir les relations, pourquoi on fait ça. Plus que l'animal, l'instinct se permettrait de comprendre les enjeux, je dirais, plutôt fondamentaux de préservation de son organisme. Lui, il doit se soucier s'il va se faire tuer ou pas. Nous, c'est est-ce que socialement, on va être discrédité ou pas. Donc l'intuition devrait nous permettre de comprendre ça pour donner un lien. T'en as parlé aussi tout à l'heure. On va parler un peu des rêves prémonitoires. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses en ça? Est-ce que ça existe? Et qu'est-ce que c'est exactement? Oui, ça existe. Alors, j'ai pas pris le soin de catégoriser les rêves tout à l'heure. On pourrait les catégoriser, bien que ça soit restrictif, mais il y a des rêves qui sont liés aux facteurs subjectifs. Donc, c'est-à-dire réguler, j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais je le ferai là aussi, réguler du coup ben, peut-être la disproportion affective dans l'inconscient. Comme j'avais dit, un rêve que j'avais fait moi, où j'étais avec une personne en train de marcher dans la rue qui est plus ou moins connue dans les milieux politiques, intelligente, et on se gargarisait mutuellement de notre intelligence
avec orgueil. Et là, je vois passer quelqu'un du sport qui est un mec un peu abrupt, en réalité, un peu brut de décoffrage. Et finalement, j'ai un peu honte de le connaître, ce qui fait que je choisis l'un plutôt que l'autre par orgueil, donc le mec intelligent. Et le type, du coup, plus simple, il se fait écraser par une voiture et je me sens très coupable à la fin. Donc là, le rêve me disait, en fait, à ce moment-là, tu surinvestis l'intellect, représenté par ce type-là, et tu sous-investis l'aspect plus simple de la vie. Tu sacrifies ça. Donc là, le rêve me dit, régule et tu isoles du coup tes intentions et ta vie dans quelque chose de limitant. La pensée est des choses plus simples, plus prosaïques à vivre, qui ont autant de valeur que cet aspect. Donc là, c'est un rêve intra-subjectif qui vient réguler une disproportion. Et Dieu sait qu'on en a tous, de toute façon. Et un rêve, du coup, on va dire archétypique, où là, on a du lumineux, ça va être un rêve, des gens qui prétendent avoir des révélations, qui prétendent avoir vu une figure lumineuse. Ça peut être quelque chose qui est inconscient collectif. Et là, c'est l'apport d'une énergie qui vient rassurer quelqu'un. Et du coup, cet archétype-là vient de l'inconscient collectif et il vient donner une dimension plus large, plus importante à la vie et le rassurer, notamment face à des problèmes individuels qu'il subit. Donc ça, on a un rêve de révélation, ça peut être un rêve qu'on va dire prophétique, je vais y revenir aussi après, par la suite. Et ça, c'est un rêve qui vient donner une douceur, il vient donner une espèce de, je dirais, de signification existentielle plus large à la personne qui subit sûrement les affres de la vie sociale. Donc j'ai une conférence où je parle intégralement de ça qui s'appelle Dieu et les rêves. C'est une conférence où j'évoque l'idée selon laquelle l'archétype de Dieu peut apparaître dans les rêves. On le mettra du coup dans les descriptifs éventuellement de cette vidéo aussi. Donc ça, c'est un rêve, on va dire, archétypique pur. Il y a différentes façons de s'exprimer, de le comprendre. Mais c'est vraiment un apport direct de la conscience collective pour soulager la conscience individuelle. Et après, la dimension d'anticipation prémonitoire, ça évidemment, on peut dire que l'inconscient collectif se situe par-delà le temps et l'espace. C'est comme si c'était quelque chose qui concernait le temps classique, qui le traversait, mais qui le supplantait. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si, voilà, le temps il y a passé, présent, futur, donc nous, on va évidemment évoluer à travers cette chronologie. Ben, l'inconscient, il est un peu au-dessus. C'est comme si lui, nous, le prisme en trois temps, passé, présent, futur, était vécu en dehors, finalement, du temps pour l'inconscient. Il le supplante, en réalité. D'ailleurs, c'était l'argument de Saint Augustin quand on lui demande de prouver l'éternité. Il part du principe que finalement le temps serait comme un ruisseau, d'accord? Il s'écoule nécessairement, comme on dit, le temps s'écoule. Mais pour qu'il s'écoule, il faut qu'il y ait un support, un rivage qui lui ne s'écoule pas. Il faut qu'il y ait un espace permanent qui permet au temps de s'écouler. Ben, l'inconscient collectif, ça serait cet espace qui voit le temps s'écouler, mais qui lui est fixe. Donc il y a comme une photographie des trois temps, passé, présent, futur. Et donc il se peut que parfois le rêve nous ramène à quelque chose qui est préfiguratif du futur. J'ai un exemple à donner que j'ai vécu moi-même qui est très intéressant, je pense, à souligner ici, qui va peut-être interpeller les auditeurs. C'est un rêve que j'ai fait en partant moi-même du Portugal cet été. Je me suis rendu au Portugal et je suis revenu, c'était au mois de juillet, si je dis pas de bêtises. Et j'ai fait un rêve la nuit dans laquelle je partais. Donc je partais, je prenais l'avion pour me rendre en Belgique et pour ensuite aller à Lille. Bon, je fais un rêve, je m'en souviens même pas à vrai dire au moment où je le fais parce que je m'occupe de préparer mes affaires pour prendre du coup l'avion. Et finalement, je vais prendre un bus, rencontrer un petit garçon, je vais revenir là-dessus après, et qui va m'interpeller pour bien des raisons. Je rentre chez moi, je m'assois et je me rends compte qu'en fait, ce qui vient de se passer, à proprement dit, a été préfiguré dans le rêve que j'ai eu la nuit d'avant. Alors, j'aurais jamais pu utiliser ce rêve-là, mais il va de soi que c'était en lien. Pour dire un peu la situation, donc je prends un bus, une navette pour aller de Bruxelles à Lille, et là, il y a un enfant qui s'assoit à côté de moi, plus beaucoup de place, il commence à me parler. Et il était avec une femme et une fille un peu plus jeune, et j'apprends que c'est un pupille de la nation, sa mère l'a abandonné, son père pareil, donc il a été recueilli par une famille d'accueil, celle avec qui il se trouvait là justement, et il se rendait à un concert de Imagine Dragon qui était à Lille parce qu'il venait du sud de la France pour le coup. Et il me raconte sa vie, de son horizon, d'où il vient, ses passions, et ces 2 heures de parenthèse enchantée tellement il était spontané ce petit garçon et agréable. Et du coup j'ai mis de côté mon portable où je devais répondre à des mails auxquels j'avais pas répondu durant les vacances. Et donc j'ai mis ça de côté, je l'ai écouté, et il se trouve que ce qui était interpellant, c'est qu'il est le même jour que moi, un 11 novembre. Bon, beaucoup plus jeune, il y avait 12 ans, 11-12 ans. Et puis c'était vraiment ouais, stimulant la conversation et touchant de par évidemment son histoire. Et en fait, en rentrant chez moi, je m'aperçois que la veille, j'avais rêvé que un enfant amputé, plus jeune d'ailleurs que ce garçon-là, mais néanmoins ça correspondait malgré tout à la situation, me tendait les bras comme ça et j'étais gêné parce que je voyais qu'il n'y avait plus de jambes. Et une jeune dame, enfin une femme, me regardait avec bienveillance pour m'encourager à enlacer ce garçon. Et quand je lui fais un câlin dans le rêve, c'était super agréable. Donc évidemment, j'ai compris que ce que j'ai rêvé la veille est arrivé quelques heures plus tard. À savoir que
l'enfant avec du coup, les jambes amputées, c'était vraiment ses deux parents qui l'ont abandonné. Et le moment d'affect que j'ai eu dans le rêve, c'est celui que j'ai eu en écoutant ce petit garçon lors d'une petite parenthèse enchantée. C'est évidemment ça, en fait, le rêve, le sens. Donc j'aurais jamais rien pu faire avec, par anticipation. Seulement, il y avait un double sens. Un sens, je dirais, d'anticipation, mais un autre sens aussi intéressant, parce que ce rêve-là mettait en avant aussi que mon rôle dans la vie, moi, à travers ce propos que j'ai avec vous aujourd'hui, ça consiste à aider les gens à se réenraciner dans l'inconscient collectif. Parce que les parents, c'est les premières personnes qui nous permettent un enracinement psychique. Et il ne les a plus, lui. Et j'ai compris que c'était un encouragement en revenant de vacances de continuer mon travail aussi. Donc double sens, anticipation, et continuer le boulot consiste à enraciner les gens dans cet espace-là qui rassure et qui permet de sentir un apport, on va dire, constant d'identité favorable plutôt que d'être toujours dans ce stress qui nous donne l'impression de jamais être assez, de jamais faire assez. Donc voilà, là un titre, enfin un exemple concret de ce que tu posais comme question. Et par exemple, toi, tu as déjà fait des rêves lucides aussi? Ouais, c'est déjà arrivé, là, c'est enfin, un sujet intéressant à évoquer. Donc, c'est les gens qui prétendent, à juste titre, mais parfois ils en font, à mon avis, trop là-dessus, dans le sens où ils veulent tirer un usage des pratiques de ce phénomène-là. Ça consiste à prendre conscience qu'on rêve, réussir malgré tout à pas s'échapper du rêve, et pouvoir soi-même le façonner, ça veut dire le construire, quoi, un peu comme dans Inception, on pourrait dire le film. Et en réalité, oui, j'en ai déjà fait, mais je considère que c'est dangereux pour une raison simple, c'est que autant le rêve, quand il vous c'est lui qui s'occupe de traduire, enfin de donner un message, il nous le délivre, tandis que l'hypnose, par exemple, ça consiste à aller par infraction dans l'inconscient. Ça peut marcher, c'est bien, mais c'est pas recevoir le message de l'inconscient. C'est différent. Et autant, on va dire que le rêve lucide, c'est un peu entre les deux, c'est entre le rêve et l'hypnose. Et finalement, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, j'ai entendu une fois Jodorowsky parler de ça. Jodorowsky est un réalisateur, pardon, chilien francophone qui est très connu et qui tire les cartes et qui évoquait aussi cette histoire de rêve lucide. Et finalement, quand on arrive à être lucide dans le rêve et à construire ce qu'il faut, au bout d'un moment, sachant qu'on va vouloir appliquer les désirs qu'on a en tant qu'être conscient, souvent c'est sexuel ou de richesse, au moment où on doit cristalliser notre conscience et de réaliser les désirs qu'on a, qui sont ceux qu'on a normalement lorsqu'on est éveillé, à ce moment-là, en général, on se réveille. Et souvent, c'est on veut un acte sexuel, quelque chose de très intense, parce qu'en réalité, l'énergie qui est mise à disposition à ce moment-là, c'est justement on va enlever des représentations et des pulsions courantes pour être dans une neutralité contemplative. Mais au bout d'un moment, chaque fois, ça aboutit à un besoin qui va être commun à celui qu'on a dans notre configuration consciente habituelle. Raison pour laquelle je dis avec Jung, le problème des découvertes qu'on fait, nous occidentaux, c'est qu'on veut toujours en tirer profit à titre personnel et égotique. Donc, comme il disait souvent, et c'était intéressant, non content d'avoir volé tout dans le monde entier pour faire nos musées, nous en Europe, on va aussi maintenant vouloir coloniser non plus seulement l'espace concret, mais aussi l'inconscient pour devenir plus puissant, plus fort. Et c'est exactement ce qui se passe beaucoup dans les suggestions de développement personnel aujourd'hui. C'est toutes les techniques pour devenir plus puissant, plus égotique, donc se déraciner encore plus en exploitant l'inconscient. Ce qui est une vraie erreur, une vraie contradiction. Donc l'idée, oui, c'est que ça existe. Ça peut être stimulant par moment, mais en général, si on s'enferme là-dedans, c'est qu'on n'a pas réformé la façon dont on doit voir le désir, le sens des choses et la valeur. Accueillir plutôt que vouloir toujours tout transformer par définition. Oui, et là, ça retourne sur le concept d'humilité dont tu parlais au Ouais, début. ce qui est fondamental pour apprendre et tout ça. Et j'ai une dernière question par rapport aux rêves. Tu nous as parlé de plusieurs types de rêves. Ce qui est intéressant, c'est aussi les rêves récurrents. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi il y a des rêves qu'on fait et même, par exemple, qu'on va faire 5 ans plus tard, on fait exactement le même rêve? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, souvent les rêves récurrents, ce qui se répète, c'est qu'ils comprennent une réalité subjective, une réalité, je dirais, énergétique, qui s'est répétée tellement de fois qu'elle a engendré de l'inconvenance, elle a engendré des problématiques, et on n'a pas su la comprendre. Et du coup, elle va se répéter, le rêve va se répéter de manière à ce qu'on puisse enfin comprendre. Parce qu'on peut supposer que la compréhension, c'est pas grand-chose, mais c'est l'élément fondamental pour s'unir à l'inconscient. Je m'explique. Lorsque je comprends, du coup, qu'il y a en moi un mécanisme qui s'est démultiplié aveuglément et qui génère constamment des choses défavorables, le fait de le comprendre, la conscience porte un regard, la compréhension c'est fait d'éclairer. Je mets à jour. Et en général, la compréhension, depuis tout petit, on nous dit qu'elle est utile pour
du coup le monde extérieur. On s'éveille au monde extérieur, on comprend quels noms ont les choses, comment fonctionnent les choses, la nature, le corps, notre histoire. Donc la compréhension, elle va nécessairement toujours être axée vers du coup l'extérieur. Or, si c'est que ça, on va savoir s'adapter à un monde, mais on va parfois laisser s'accroître en nous des contradictions parce qu'on n'aura jamais su comprendre en nous des mécanismes récurrents qui peuvent s'avérer douloureux, problématiques, voire dangereux. Donc le rêve récurrent, c'est Coco, regarde un petit peu à l'intérieur parce que tu es en train de limiter ton énergie et la façon dont tu œuvres dans le monde, raison pour laquelle tu vis parfois des déboires qui se répètent. Donc le fait de le comprendre éventuellement, ce mécanisme-là, t'aidera à faire face à un complexe inconscient, à le traverser, pour envisager ensuite d'autres choses favorables pour ton développement. Un récurrent, c'est en gros exactement, on pourrait dire, comme une maman qui crie sur son enfant et qui lui dit 10 fois la même chose et qui ne change jamais. Bah, c'est ça à échelle cosmique, à échelle existentielle. C'est l'inconscient qui vous crie dessus et tu ne le vois toujours pas. Et en général, quand la personne le comprend et du coup se dit ah ouais, donc en fait ça c'est dû à ça parce que plus petit j'ai fait ça, ah donc en fait ça se répète, elle limite déjà la répétition du phénomène psychologique, que ça puisse être une dépendance affective. Peu importe, il le limite, en le limitant, il fait en sorte que le rêve soit disparaît, soit il réapparaît parfois un peu modifié, parce qu'on l'a pris en compte, et parfois il réapparaît avec une suggestion pour aller plus loin. Et là, c'est moi mon rôle de le comprendre, pour faire en sorte, à travers la compréhension, d'aider la personne à prendre cette information et s'en servir pour se développer là où elle est censée se diriger plus profondément, dirons-nous. Et par exemple, la suggestion pour aller plus loin, oui, c'est à partir du moment où on a déjà essayé de comprendre et qu'on ouvre, on va dire qu'on, oui, qu'on s'ouvre au message que nous envoie notre inconscient de par le rêve. Exactement, ouais. Sinon, le rêve, il sera récurrent, il va être assez similaire, mais il va pas Voilà, c'est forcément pour être ça que l'image, évolutif. la maman qui crie sans cesse pour que l'enfant corrige le problème, c'est ça. Et on pourrait dire que c'est l'inconscient collectif qui est la maman, on pourrait dire, de la conscience. D'ailleurs, Jung disait que la conscience, ce petit îlot de, je dirais, de raison identitaire qui nous est propre, n'est jamais que le rejeton, que l'enfant de l'inconscient. Donc l'inconscient, ce serait ce qui génère la vie, d'accord? Qu'elle soit physique ou psychologique. Et donc, un rêve récurrent, c'est l'inconscient matriciel qui crie à son enfant, attention, tu te brûles, tu te brûles. Dernière question, mais je pense qu'on en reparlera notamment dans d'autres vidéos plus précisément, Mhm. parce qu'on en a parlé très rapidement d'interprétation des rêves, mais toi, par exemple, ça serait quoi les premiers conseils que tu donnerais pour faire de l'interprétation de rêve? Parce que là, vu comme ça a l'air assez complexe, assez fou, et on dirait qu'il faut quand même énormément de connaissances. Tu nous as parlé de certains auteurs qui parlent pas forcément, je pense. Donc, c'est quoi les premiers conseils? Bah, les premiers conseils, ils sont simples parce qu'en réalité, lorsqu'on veut comprendre ses rêves, ce qui apparaît le plus, pour un adulte en tous les cas, dans les rêves, ça va être l'ombre. Ça veut dire en gros, on va dire cet espace de refoulement qui peut générer de la colère, de la frustration, qui souvent se personnifie dans les rêves par une figure spécifique, un ami ou une rivalité ou quelqu'un qui est différent de nous. Ou parfois, d'ailleurs, pour reprendre ça chez les jeunes, ça va se traduire quand on est adolescent par le fait de courir parce qu'on nous poursuit et on n'arrive pas du coup à avancer et la personne nous rattrape et à ce moment-là on se réveille. Ça c'est la figure d'ombre. Donc en réalité, premier conseil que je dis, sans partir trop dans une démonstration théorique et compliquée, ça serait que si vous regardez les rêves où il y a des moments de rivalité, de peur, comment je pourrais dire ça, de conflictualité, et que vous voyez une personne spécifique dans ce rêve-là, un collègue, ou peu importe, ou quelqu'un du passé, essayez de réfléchir à ce que représente la personne, parce que les premiers rêves, moi je suis plus intellectuel, donc elle est l'inverse de ce que je suis. Ça veut dire que, en réalité, eh ben, quelque chose en moi s'oppose à moi parce qu'il vit pas en moi. Et que moi j'ai développé des qualités différentes. Mon premier conseil, c'est essayer de voir dans vos rêves ce qui s'oppose à vous. Et si vous arrivez à comprendre que ce personnage-là qui s'oppose à vous ben, a, en général, les qualités contraires à vous, que vous estimez comme des défauts, l'extraverti va rêver d'introverti dans ses rêves qui sont chiants. L'introverti va rêver l'extraverti oppressif qui sont chiants. Et quand on réfléchit à comment on perçoit la personne qu'on a vue dans notre rêve à qui on s'oppose, on voit bien qu'elle est différente de nous. Une première chose à faire, c'est comprendre ce qui s'oppose à nous. Parce qu'après, il y aura la figure d'anima, donc souvent qui prend la figure du sexe opposé, ça c'est le désir d'être aimé, et qui est en lien aussi fortement avec l'ombre. Mais d'abord, voir ce qui s'oppose à nous, de quoi c'est fait, pourquoi telle personne, quel est son tempérament. Ah oui, effectivement, c'est différent du mien, finalement elle m'exaspère un petit peu. Donc il faut que moi j'arrive à intégrer les qualités
qui sont celles que je rejette, pour éviter sans cesse que le rêve me dise que je suis opposé à ça. Voilà le premier conseil que je donne. Essayez de voir pourquoi telle personne apparaît et qui s'oppose à moi, parce que c'est les rêves les premiers à prendre en compte. Et en comprenant leurs caractéristiques, je pourrais éventuellement faire un premier pas intéressant dans la compréhension de ce qui joue dans mon inconscient et dans les possibilités de développement qui me sont offertes. Est-ce que, en général, toi, il y a quelque chose que tu as rajouté qui te semble prépondérant par rapport aux rêves, à l'interprétation et tout ce dont tu as parlé? Bah, déjà, ce qui est prépondérant, c'est ce que j'ai évoqué, me semble-t-il, c'est, je dirais, la considération qu'on porte sur les rêves. On est prêt à considérer tellement de choses, surtout aujourd'hui. On se réveille, on prend le téléphone, on va sur TikTok, sur Messenger, peu importe, Instagram, et puis on considère du coup que c'est le monde tel qu'il est. C'est ça la vie, avec des gens qui se filment en train de faire je sais pas quoi, et puis on switch, et on donne de l'attention. Donc on donne de nous-mêmes à ce monde-là. Je dis pas qu'il faut retirer intégralement cette attention portée et cette considération. Mais si vous partez du principe qu'avant d'écouter les messages que le monde vous donne pour mieux vous donner des pseudo-modèles à suivre qui vous feront mieux consommer et vous rendre à la fin plus angoissé et dépressif, d'abord dire, OK, il y a quelque chose en moi qui s'adresse à moi, par moi, pour moi. Même si parfois il le fait avec alarmisme, comme un parent le ferait pour un enfant, il le fait par moi, pour moi. Mon premier conseil, donner la considération. Estimer qu'en fait, je suis pas connecté qu'à ce monde-là, non, au sein duquel je dois systématiquement prouver ma valeur, mais un monde m'est donné qui s'adresse à moi pour m'aider à devenir relativement indépendant en termes d'identité, pour mieux communier à ce monde de façon passive et agréable plutôt que d'en dépendre dans une angoisse existentielle permanente. Et de la valeur à ce qu'il y a en vous. Donc là, par exemple, donner de la valeur, ça pourrait être essayer de les écrire, de s'en souvenir, et puis essayer de les prendre en compte, comme tu as expliqué avant. Et essayer de comprendre pourquoi ces messages sont donnés au moment même où ma conscience est envahie. Parce que c'est interpellant. C'est quand justement on peut plus être dans cette frénésie de consommation de l'information que notre information nous parvient. Parce qu'il y a que cet espace-là qui peut être utilisé pour nous aider. Tandis que tout le reste, les espaces, on va dire, conscients, le monde s'en sert. C'est du temps disponible, comme disait l'ancien directeur de TF1, quand on parle de publicité, c'est du temps de cerveau disponible de manière à pouvoir vendre des choses. Mais en réalité, le dernier espace qui échappe encore, en fait, à ces injonctions mercantiles, c'est celui-ci. Donc commencez par dire oui, en moi quelque chose se fait, en moi quelque chose se joue, en moi des messages s'adressent. Et si juste je les considère, c'est un premier pas indispensable pour commencer à me enraciner dans quelque chose de plus structurant et réussir à diminuer l'interdépendance que j'ai avec un monde qui est magnifique, à bien des égards, mais qui peut m'enfermer terriblement dans une idée fausse de ce que je dois être. Moi, je vais pas avoir d'autres questions, mais je pense que les auditeurs, comme tu as dit, pourront en avoir. Faut pas qu'ils hésitent à les poser. Et dans tous les cas, on se reverra bientôt pour répondre à ces questions, justement, et proposer d'autres sujets. Ok, ben écoute, je clôture en disant simplement ce que je viens d'évoquer là, à savoir écoutez vous-même, c'est une phrase qu'on connaît que trop bien maintenant et plein de gens pourront vous dire de le faire. Mais moi je vous dis écoutez-vous vraiment dans le sens où il y a vraiment un message qui s'adresse à vous et au travers duquel votre destin peut être révélé, votre peur peuvent être affrontées et votre identité et votre, je dirais, votre singularité, au mieux, je dirais, déployée dans cet espace assez difficile aujourd'hui qu'est le monde. Et voilà, on peut douter de soi, mais doutez jamais de ce qu'il y a en vous. C'est important. Merci à tous. Alors,